Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour deux nouveaux threads d'horreur. Je te propose un petit truc, c'est qu'on passe directement aux histoires. Donc si tu veux mettre un petit pouce bleu de soutien, c'est le moment. Et si jamais tu veux t'abonner, fais-toi plaisir étant donné qu'on s'approche des 10 000 petits potes. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Cette première histoire est un petit peu particulière, du coup je vous propose qu'on fasse un petit débrief par la suite. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Caroline. Son histoire s'est déroulée un vendredi soir pendant les vacances scolaires de décembre 2021. À ce moment-là, Caroline a 15 ans et elle habite sur une route côtière d'une île de l'hémisphère sud. D'un côté de la route, il y a des maisons. Et derrière celle-ci se trouve la plage et la mer. De l'autre côté de la route, c'est la forêt. Caroline nous dit qu'elle habite là-bas depuis toujours. Donc elle connaît absolument tous les jeunes de son âge dans la rue. Ce qui fait qu'elle connaît vraiment bien les environs, toutes les maisons, tous les jardins et la forêt qui entoure tout ça. Le contexte étant posé, nous allons passer au vendredi des événements. Les cours sont finis et cette année, il n'y a pas de fête ce vendredi-là. Caroline a donc décidé d'aller rejoindre ses amis. Et ils s'organisent entre eux une petite fête sympa pour 21 h chez l'un d'entre eux. Arrive donc l'heure de la fête. Tout le monde se rejoint sur le lieu convenu, mais en vrai l'ambiance est pas folle. Et Caroline et ses amis, ils aiment bien faire la fête et surtout des petites conneries. Donc dans le plus grand des calmes, Caroline décide d'aller voler le panneau de bus stop sur la route. À ce moment-là, il doit être aux environs de 11 h du soir. Et il décide donc d'aller sur la route pour aller voler ce fameux panneau stop. Mais avant tout ça, ils s'équipent de cagoules et de t-shirts. Ils prennent des tournevis pour démonter le panneau et une petite machette. Il faut savoir que de nuit là-bas, il n'y a pas de lumière sur la route. Et Caroline nous dit aussi que le pays où elle habite, c'est une plaque tournante pour les petites substances. Et du coup, elle nous précise que dans les bois, il y a des champs pour ces produits-là qui sont dissimulés. Et c'est pour ça qu'ils préfèrent s'équiper d'une machette au cas où. Comme ça, s'il y a le moindre problème, eux, ils ont de quoi se défendre. Caroline et ses deux amis marchent une vingtaine de minutes sur l'unique route. Tout se passe sur le mieux. Ils arrivent au panneau, ils le démontent. Mais à ce moment-là, Caroline a la boule au ventre. Elle a un mauvais pressentiment. Caroline va alors dire à ses deux amis que ce serait mieux de se contenter du panneau au lieu du panneau et du poteau. Ils décident donc de faire demi-tour, le panneau en main. Quelques voitures passent et Caroline et ses amis se cachent dans la forêt pour que personne ne puisse les remarquer. La police est même passée sur la route. Mais ils n'ont pas eu de soucis étant donné qu'ils étaient cachés. Ils sont à la moitié du chemin du retour et c'est à ce moment-là que tout va partir en cacahuète. Il doit être dans les alentours de 23 h 30 et Caroline et ses deux amis sont en train de scruter les alentours quand ils peuvent voir que des phares vont apparaître sur la route. Ils décident donc d'aller se cacher tout naturellement étant donné qu'ils viennent de voler un panneau de bus quand même. Le truc, c'est que cette voiture est arrivée à toute allure et Caroline n'a pas eu le temps de traverser la route. Et du coup elle n'a pas pu se cacher complètement dans la forêt. Elle s'est donc cachée derrière un buisson qui se trouvait à côté d'une maison, en face d'un mur. Caroline est vraiment toute seule derrière ce buisson mais avec son petit panneau stop. Et ses deux amis, quant à eux, ils sont allés se cacher dans une maison qui n'avait pas de portail. Caroline attend donc que cette voiture passe. Mais la voiture se met à ralentir à son niveau. Là, elle sent que quelque chose ne va pas. Elle décide alors de regarder par-dessus son épaule et elle voit que la voiture se dirige vers elle. Le pare-choc de la voiture va alors lui percuter les mollets et en se retournant, elle peut voir que l'homme est en train de klaxonner frénétiquement. Elle décide alors de sortir de son petit buisson pour aller rejoindre ses deux amis qui sont dans la propriété à côté. À ce moment-là, elle a qu'une seule envie, c'est de dire à ses amis qu'il ferait mieux d'aller dans la forêt. Caroline va alors sprinter pour sa vie. Mais elle a toujours le panneau dans la main. Après avoir alerté ses amis, Caroline se retourne pour sortir de l'allée. Mais malheureusement, la voiture noire leur bloque la sortie. Caroline n'a pas du tout le temps de réfléchir étant donné que la voiture est en train de se diriger vers elle. Caroline décide de faire la seule chose viable à ce moment, c'est-à-dire courir dans le sens opposé de la voiture. Et elle se rend vite compte qu'elle arrive à la fin de ses allées, étant donné qu'il y a 3 portails qui se dressent maintenant devant elle. En une fraction de seconde, elle décide de sauter l'un des portails et elle s'exécute sans problème grâce à l'adrénaline. Derrière elle, elle peut entendre quelqu'un crier dans une autre langue. Mais Caroline ne s'arrête pas pour autant et elle décide de continuer à courir dans cette nouvelle allée.
Mais au bout d'une trentaine de mètres, elle peut entendre que le portail derrière elle est secoué. Elle décide donc de sortir un tournevis de sa poche au cas où cet individu aurait sauté la clôture lui aussi. Mais quelques secondes après, elle s'aperçoit que ce sont ses deux amis qui ont sauté le portail. Elle se sent donc un petit peu plus rassurée, mais pas tant que ça, étant donné qu'elle est dans l'allée d'un inconnu en pleine nuit. Les trois amis sont maintenant réunis, mais ils peuvent entendre toujours ce bruit de voiture. Ils comprennent bien évidemment qu'ils n'ont qu'une chose à faire, c'est aller se cacher. Caroline leur dit alors que c'est pas compliqué, ils vont sauter quelques murs et se rendre vers la place. Le grand problème, c'est que les deux amis de Caroline ont fait tomber leur tournevis dans la première allée. Et eux, ils veulent absolument aller les récupérer par peur d'être grillés à cause des empreintes. Ils en concluent quand même une chose, c'est que y retourner maintenant à cette heure-ci, c'est mort, ils vont se faire choper. Ils décident donc de rester cachés pendant 2 heures dans l'allée d'une certaine maison. À 1h30 du matin, Caroline et ses amis se disent ça y est, la voiture elle a dû partir. Ils décident donc de repasser par le même chemin, ils doivent ressauter le fameux portail pour récupérer leurs affaires. Caroline saute donc la première et elle se colle contre un mur pendant que les autres sautent aussi le portail. Ils sont alors tous les trois dans cette fameuse allée et cette fois-ci il y a quelque chose qui n'est pas pareil. Cette fois-ci l'allée est éclairée par une certaine lumière et les tournevis sont là, par terre, éclairés par cette fameuse lumière. Caroline et ses amis sentent que c'est un piège. Mais bon, ils se disent que c'est pas grave, ils vont récupérer le matériel et ensuite ils vont courir de toute leur force pour rejoindre le bois. Les trois amis vont alors avancer en longeant un mur. Caroline, elle est placée en seconde position, toujours avec le panneau sous le bras. Et au moment où le premier ami de Caroline rentre dans cette lumière, eh bien ils peuvent entendre crier quelqu'un à 2 mètres d'eux. En entendant ça, Caroline a le sang glacé. Cet homme est toujours là à les attendre. Elle n'a pas du tout cherché à comprendre. Elle a fait demi-tour et sans réfléchir, elle s'est lancée sur le portail pour le sauter à nouveau. Pendant une fraction de seconde, Caroline regarde en arrière et elle voit que l'homme est en train de lui hurler dessus avec un fusil de chasse. En voyant cette scène, Caroline est encore plus motivée pour courir vite et elle va pousser sur ses jambes pour pouvoir passer ce portail. D'ailleurs, il y a un petit détail que je vous ai pas dit sur ce portail, c'est qu'en haut de ce portail, eh bien il y a des pics et malheureusement, en passant cette fois-ci, Caroline s'est embroché le pic dans la cuisse. Elle a eu extrêmement mal et elle est retombée sur la tête en plus. Quelques secondes après, elle peut entendre que ses amis font de même. Ils passent eux aussi le portail. Mais malheureusement, il y a un de ses amis qui a fait la même connerie. Alors lui, il a pas eu mal à cause d'un piquet, mais quand il est retombé, il s'est enfoncé un petit bout de machette dans la jambe. Grâce à l'adrénaline, le petit groupe va courir à travers toute l'allée. Et ils se retrouvent coincés face à une maison fermée. Heureusement pour eux, derrière le mur de gauche, il y a la maison d'un de leurs amis. Mais bon, ils réfléchissent un tout petit peu et ils se disent que si jamais ils sautent dans le jardin de son ami en étant cagoulés et armés, eh bah ils vont sûrement se faire chasser. Ils se disent alors que la meilleure solution c'est de passer par la maison qui a un cadenas verrouillé. Heureusement, ils sont équipés d'une machette, du coup le cadenas a sauté. Au même moment où le cadenas a sauté, ils ont pu entendre l'homme qui leur hurlait dessus. Et il s'approche grandement d'eux. Heureusement pour Caroline et ses amis, ils ont réussi à s'enfuir par la plage et ensuite trouver une planque. Bon, suite à ces événements, ils ont dû se rendre à l'hôpital. Et c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. Alors comme je vous l'avais dit, il fallait qu'on débriefe sur ce thread d'horreur. J'avoue que j'aime pas dire ça dans les threads, mais là ils ont quand même cherché la petite bête. Sans aucune raison, juste pour le fun, ils décident d'aller voler un petit panneau. Cagoulé, armé et tout, forcément ça peut faire peur à la population. Donc effectivement, je vous avoue que je sais pas trop quoi penser de cette histoire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais là on va passer à la seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Yona et ça s'est passé il y a 6 ans de ça. Yona se décrit comme une jeune fille de taille moyenne. Elle est brune aux yeux marrons et elle a la peau mate. Et elle tient à nous dire qu'elle a toujours fait plus âgée que son âge. Et d'ailleurs, cette histoire s'est passée quand Yona avait 12-13 ans. Un midi, pendant l'été, le père de Yona a invité un de ses collègues de travail. On va appeler cet homme Francis. Il a entre 50 et 60 ans. Il est chauve avec des lunettes. Il est plutôt grand et il est un petit peu en surpoids. Enfin bref, Yona nous dit qu'à première vue, c'est quelqu'un de normal. Mais même pas 10 minutes après que Yona l'ait rencontré, il a commencé à lui dire qu'elle était très jolie. Puis il a commencé à l'appeler fille au lieu de l'appeler par son prénom. Et tout ça devant les parents de Yona.
Depuis le début, Yona se dit qu'il y a un truc pas net avec ce mec. À cet âge-là, elle sait pas forcément pourquoi, mais elle a quand même un petit pressentiment. Après ce jour-là, Francis est venu plusieurs fois chez eux. Mais Yona et sa famille ne se sont jamais rendus chez lui. Quand elle y repense, elle se dit que c'est peut-être le premier signe bizarre de cette histoire. Mais bon, Francis n'a pas de comportement déplacé envers Yona. Donc elle décide de ne rien dire à ses parents à propos de ce petit pressentiment. Mais le truc, c'est que Francis cherche constamment à être proche de Yona. Un jour, les parents de Yona ont invité Francis et d'autres amis. Ils sont allés autour de la piscine. Ce jour-là, Yona n'avait pas forcément envie de participer à cette petite fête. Elle décide donc de rester dans sa chambre pour se regarder une petite série. Elle est dans sa chambre tranquillement en train de regarder la télé, quand elle est interrompue par quelqu'un qui s'approche de sa chambre. La personne dans le couloir va alors ouvrir la chambre de Yona. Elle va glisser sa tête pour regarder ce qui se passe dans la chambre. Ayant scruté toute la pièce, cette personne va alors rentrer dans la chambre et s'asseoir sur le lit de Yona. Et bien évidemment, vous l'avez compris, cette personne c'est Francis. Francis aurait pu s'asseoir sur la chaise de bureau, mais non, il s'assoit juste à côté de Yona sur son lit. Au bout de 10 minutes, Yona lui dit qu'elle a une envie urgente d'aller aux toilettes. Elle court aux toilettes et se calme tout en essayant de relativiser sur les événements. Elle va rejoindre ses parents pour se sentir en sécurité, mais elle ne va pas leur parler des événements qui viennent de se produire. On va sauter plusieurs jours et on va se rendre au travail du père de Yona. Il faut savoir que le père de Yona et Francis travaillent ensemble. Apparemment, ils sont sur leur lieu de travail et le père de Yona va casser le doigt de Francis malencontreusement. Yona, elle nous dit que normalement, Francis, il aurait dû être en colère contre son père. Mais non, au contraire, il était pas du tout en colère. Il s'est un petit peu plus rapproché de sa famille. Et au fur et à mesure des jours, Francis devient même l'un des meilleurs amis de son père. Il passe quasiment toutes les semaines chez Yona. Le truc, c'est qu'à force, la mère de Yona sent qu'il y a quelque chose qui cloche avec Francis. Mais bon, peu de temps après ça, les parents de Yona ont quand même décidé de lui confier la maison pendant qu'il partait en voyage à Bali. Yona se dit qu'avant de partir en voyage, elle va faire quelques petites techniques. En fait, elle va mettre un petit morceau de papier entre ses tiroirs pour ses sous-vêtements. La chose logique, c'est que quand elle va rentrer de Bali, elle va tirer le tiroir et le papier va tomber. Tout ça, c'est histoire de la rassurer pour se dire que non, elle fait juste une petite crise de parano. Comme je vous l'ai dit, les parents d'Yona ont confié les clés à Francis et ils veulent rester un petit peu en contact avec lui au cas où pour voir si tout se passe bien à la maison. Mais le truc, c'est que comme ils partent à l'autre bout du monde, eh bien ils veulent pas exploser leur forfait téléphonique. Ils vont donc faire une petite technique. Ils vont laisser un téléphone dans la maison avec WhatsApp allumé. Et eux, ils vont prendre un autre téléphone avec WhatsApp et ils vont parler comme ça. Le père de Yona a alors envoyé des messages en disant: ça y est, t'es bien dans la maison, tout se passe bien, pas de problème. Mais Francis n'a jamais répondu pour autant. C'est la fin des vacances, Yona nous dit que c'était très bien là-bas. Elle rentre dans la maison, elle tire son tiroir et le papier ne tombe pas, étant donné qu'il était déjà par terre. Elle fouille un tout petit peu dans ses tiroirs et elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Malheureusement, il lui manque des culottes. Yona a décroché et l'homme au bout du téléphone lui dit qu'il a reçu un message de son numéro et qu'elle était très charmante. En entendant ça, elle est restée sans voix. Elle a directement raccroché le téléphone. Elle a le regard vide. Elle fixe le mur devant elle. Elle est restée comme ça pendant une bonne heure. Quand elle a enfin repris ses esprits, elle a décidé d'aller voir son père pour lui expliquer tout ça. Pendant que le père de Yona est en train d'écrire ce numéro de téléphone sur son cellulaire, Yona lui dit que la voix au bout du téléphone ressemblait très fortement à celle de Francis. Le père de Yona a composé le numéro, il a posé le téléphone sur la table en mettant le haut-parleur. Et là, Yona va entendre quelque chose qui va lui glacer le sang. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Francis, laissez un message après le bip sonore. Le père de Yona l'a directement regardé dans les yeux. Et Yona a directement compris qu'elle devait monter dans sa chambre car ses parents allaient avoir une petite discussion. Après ce jour-là, Yona n'a plus de nouvelles de Francis. On avance alors dans le temps et on se retrouve au repas d'anniversaire pour les 15 ans de Yona. Elle décide alors de remettre le sujet sur le tapis avec ses parents. Et c'est là qu'elle apprend la suite de l'histoire. Le père de Yona a alors contacté un ami à lui. Il travaille pour la police. Le policier a alors créé 3 faux profils de jeunes filles mineures sur WhatsApp.
La procédure veut que ça soit le suspect qui contacte la potentielle victime en premier. Le policier a alors créé des profils aguicheurs pour ce type d'individu. Et effectivement, Francis a mordu à l'hameçon. Ils ont réussi à discuter avec lui. La police en a donc conclu que c'était un homme qui pouvait s'en prendre à des jeunes filles mineures. En entendant ça, le père de Yona a décidé de se rendre sur le lieu de travail de Francis. Mais en arrivant là-bas, il a appris qu'il avait déjà démissionné depuis un petit moment. La police n'a toujours pas arrêté Francis, mais ils en ont conclu qu'il avait un profil type. Il aimait les filles brunes aux yeux marrons avec la pommade. Et surtout si elles étaient âgées entre 13 et 16 ans. Et à cause de cette histoire, Yona a eu beaucoup de mal pour faire confiance aux adultes. Voilà, c'est ainsi que se termine cette seconde histoire. Je vais pas faire une énorme conclusion sur cette histoire, vous savez très bien, on n'aime pas du tout ce genre d'histoire. T'as un vieux pervers qui essaye de s'en prendre à des jeunes filles. J'espère sincèrement que la police va retrouver ce mec et le foutre en prison. Avant qu'on se quitte, je vous donne 2-3 petites infos. Au courant de la semaine prochaine, devrait y avoir une vidéo thread d'horreur des abonnés. J'en ai déjà une qui est prête, mais si jamais vous voulez m'envoyer des threads d'horreur, je vous invite à le faire à l'adresse gmail delcorstory@gmail.com. Et bah voilà, j'espère que vous avez aimé ces deux histoires. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu de soutien, ça aide énormément et je t'en remercie. Si jamais t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, comme ça tu louperas pas les prochaines vidéos. Et si tu veux, on a déjà fait plus de 80 vidéos thread d'horreur sur la chaîne, donc t'as de quoi faire. Et au cas où, je vous rappelle, montage et commentaires, on fait ce qu'on peut. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.